Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs, c'est Anthony et comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, je réfléchissais à une intro et puis tu vois en fait je me suis à l'instant même où j'allais commencer à enregistrer ce podcast, il y a une énorme tempête qui a commencé, bon, elle montrait le bout de son nez depuis quelques temps, tu vois, avec les petits éclairs, etc. Et en fait, ça a explosé là, juste avant que j'enregistre. Et du coup, je me suis mis à la fenêtre. Et tu sais, j'aime bien. Je sais pas si c'est un bail chelou, hein, peut-être. Hein. Mais j'aime bien me mettre à la fenêtre, tu vois, quand il y a un gros orage. Et bon, déjà, ça te rafraîchit. Mais surtout, tu sais, j'aime bien parce que ça me fait relativiser et je me dis, tu vois, que la nature, c'est un truc de ouf et que tu seras toujours. Tout ce qu'on a construit au final face à la nature, c'est que dalle. Hein. Et la nature pourra toujours reprendre ses droits et puis on devra plier le genou devant elle. Bon, je suis un petit peu de philosophie pour commencer ce podcast, mais je te rassure, c'était juste l'intro. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Les amis, info perso, pas grand chose, cette semaine. Ça c'est une bonne semaine, plutôt tranquille. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est vendredi et je l'enregistre un petit peu en avance parce que demain, non, on est jeudi, pardon. Parce que demain, vendredi, je pars dans l'après-midi, je pars du côté de Bordeaux, profiter d'une petite semaine tranquille. J'espère qu'il fera bon. Parce que là, j'ai vu la météo, je quitte le grand soleil pour aller dans une zone où il va faire mauvais. Alors j'espère que ça va changer. Mais voilà, j'enregistre un petit peu ce podcast en avance. On va directement commencer les amis, est-ce que vous êtes chaud? Parce que moi je le suis. Hein. Allez, on passe à l'actualité immobilière de la semaine. Et ça commence fort, direct. Prison requise contre un propriétaire qui louait sur Airbnb des appartements insalubres et surtout avec un arrêté de péril. Le mec au calme. Pour lui, la vie humaine, c'est de la merde, clairement. Je sais pas comment tu peux arriver à ce point, arriver à un stade aussi débile que ça. Ton immeuble a un arrêté de péril et toi tu continues à louer du Airbnb. Et puis, un peu con aussi, les personnes qui louaient ces Airbnb, tu vois. Enfin, ouais, prison requise, moi ça me paraît totalement logique. Ensuite, le marché immobilier des villes moyennes, proches des métropoles, a profité de la crise. Le baromètre des villes moyennes bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville montre une belle résistance des villes moyennes pendant la crise sanitaire, avec des ventes qui progressent. Ça fait écho au podcast de la semaine dernière. Je vous l'ai dit, les villes plutôt moyennes. Et en fait, le programme Action Cœur de Ville, c'est des villes où à la base, le centre-ville a été un peu déserté par les commerçants, et c'était le cas aussi de ma ville. Le centre-ville était vraiment cher, etc. Et puis il était plus aussi attractif qu'avant. Et ma ville fait partie de ce programme Action Cœur de Ville. Et c'est vrai que, bah, je vous l'ai dit, hein, sur mon secteur, les prix, c'est devenu abusé. Surtout que, ok, ça reste quand même une ville, c'est une ville moyenne, hein, d'accord, on n'est pas sur un petit village. Il y a des centres commerciaux, il y a 2-3 centres commerciaux, pardon, dans les alentours, etc. Mais tu vois, c'est pas une ville comme Fréjus, comme voilà, les grosses villes, tu vois. Et pourtant, le prix, il a augmenté. En ce moment, encore une fois, je le répète, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, mais je ne trouve plus de renta chez moi.
Alors que à la base, c'est un secteur à cash flow, tu vois. C'est un secteur à rentabilité. Je suis pas là pour faire du patrimonial. Donc, ouais, ça a profité à certaines personnes. Pendant la crise, ça a bien résisté, mais j'attends de voir la suite. Ensuite, je sais pas, peut-être que vous êtes passé à côté de cette actualité, mais le bois, le plâtre, les ferrailles et compagnie, toutes les matières premières, il y a une pénurie. Je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité. Il y a une pénurie sur les matières premières et du coup, ça met les chantiers à rude épreuve. On a constaté une augmentation. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tiré de l'article parce que je fais pas trop de travaux en ce moment. Selon l'article, il y a une augmentation des prix de 30 à 100% en fonction du matériau. Ça peut vite faire mal, hein. T'imagines, t'achètes ton placo. Déjà, le placo, c'est quand même un certain prix. Si ton placo, mon pote, il a ne serait-ce que doublé son prix, tu le ressens quand même. Si tu refais un truc à neuf, niveau placo, ça peut te coûter cher. Franchement, je sais pas pourquoi. J'ai pas approfondi la chose. Je sais pas d'où vient cette pénurie. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a quelqu'un qui a l'info, n'hésitez pas, je suis preneur. On continue. Les banques vont-elles devenir plus strictes concernant les crédits immobiliers? C'est the question. The question. Faut savoir que les banques sont régies par le HCSF. Le HCSF en 2019 a donné des recommandations. En 2021, début 2021, est revenu un peu sur ses recommandations et a assoupli un petit peu a desserré un petit peu la vis. Là, il faut savoir que pour l'instant, ça reste juste des recommandations. Alors, la majorité des banques a commencé à respecter, mais vers la fin d'année, ils parlent que ce soit catégorique. C'est plus un choix, ça sera une obligation. Les banques qui ne respecteront plus ces recommandations pourront être sanctionnées. Donc à voir, et puis tu vois, ça fait écho et ça fait une très belle transition sur la question de la semaine, parce qu'on va parler du HCSF. La question de la semaine, alors c'est pas une question en tant que telle, c'est surtout un auditeur qui m'a posé une question sur Instagram, et juste avant, j'en profite pour vous rappeler mon Instagram, Anthony-THRD. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer des petits messages, des petits likes par-ci par-là, un petit follow, ça fait toujours plaisir. Et vous me posez vos questions, je fais l'effort de répondre à tout le monde. Alors par contre, je réponds pas à des questions bizarres. N'hésitez pas, pareil pour le podcast, je compte sur votre soutien. Un petit 5 étoiles, ça fait plaisir. Un petit commentaire, putain. Et là, mec, un petit commentaire. Et meuf, hein, et j'espère aussi qu'il y a des meufs. Tiens, attends, je vais faire une petite aparté aussi sur ça. Ça fait toujours plaisir. La petite aparté, les amis, j'ai regardé un peu comment dire, le profil de personnes qui écoutent le podcast. Bon, on est en majorité sur des Apple devices. Donc déjà, ce que je comprends pas, c'est que sur Apple Podcast, j'ai pas assez de notes, les amis. Je suis à 10 notes. Qu'est-ce que vous attendez? Un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Et donc, en fait, grâce à ma plateforme de podcast, j'ai également le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre de sans sexe. Je te jure, j'ai cette catégorie. On est à 78% des hommes. Moi, les amis, je suis plutôt. J'ai envie de faire du 50-50. Alors, partagez-moi ce podcast à des féminines. Faites-moi écouter là un petit peu. Allez, revenons un petit peu sérieux. On vient sur le HCSF et donc une personne Gantz Exotique, qui m'a posé la question sur Instagram et qui m'a demandé de faire un petit focus sur le HCSF et ses conséquences. Et donc, ça sera la rubrique question de la semaine, puisque je l'ai vraiment bien détaillé. Parce que je me suis rendu compte aussi que tout le monde dit ouais, le HCSF, nanana, nanana. Mais en réalité, ils savent pas réellement ça sert à quoi le HCSF, l'utilité, qui le préside, c'est dirigé par qui, etc. Donc j'ai fait mes petites enquêtes et on va voir tout ça ensemble. Alors, le HCSF, c'est quoi?
Le HCSF, c'est le Haut Conseil de la stabilité financière. Et tu vas voir, ça se présente un peu comme bah, c'est même pas comme, c'est une autorité macro-prudentielle. Le mot te fait peut-être un petit peu peur, mais tu vas voir, c'est assez simple à comprendre. En gros, ce conseil, il est chargé d'exercer une surveillance du système financier dans son ensemble. Pas uniquement que les banques, mais vraiment tout le système financier. Sa création, tu vois, elle est assez récente, 2013. Il faut savoir que sa création a été poussée par la crise des subprimes. Et donc c'est en 2013 qui a été créé le HCSF. Et sa composition, tu vas voir, ça va pas te laisser de doute hein, sur sa légitimité parce que elle est présidée par le ministre de l'économie et des finances. À l'heure actuelle, il me semble que c'est Bruno Le Maire. Mais voilà, Bruno Le Maire c'est le président, mais il faut savoir qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, c'est un conseil, donc il est avec des conseillers. Et autour de la table, on trouve qui? On trouve le gouverneur de la Banque de France, déjà. On a le vice-président de l'autorité de contrôle prudentiel et de la résolution, le ACPR. On a également les présidents, les présidents de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. L'AMF, normalement, tu dois connaître un petit peu si tu as déjà fait un peu, si tu as déjà pratiqué un petit peu sur les marchés financiers. On te dit que oui, ils sont régulés par l'AMF, etc., etc. Et également, autour de la table, on retrouve aussi l'autorité des normes comptables, l'ANC. Mais concrètement, l'objectif, c'est quoi? L'objectif de ce Haut Conseil de la stabilité financière, c'est de prévenir le risque systémique. En gros, le HCSF, il a à disposition plusieurs types d'instruments, notamment des instruments d'influence et de coercition. Et en fait, on s'en est rendu compte très récemment, nous, investisseurs, avec les recommandations qui nous ont pondu le 20 décembre 2019. Donc ça, c'était les premières. Après, il y en a eu d'autres. Mais réellement, là, les recommandations du HCSF, elles nous disent que, voilà, en gros, le taux d'effort qui était bloqué à 33 par les premières recommandations vont passer à 35%. Et il y a eu une définition qui a été faite, une définition précise du taux d'effort. C'est-à-dire que quand tu vas, et je vous conseille d'aller jeter un œil sur ces recommandations, vous marquez recommandations HCSF, vous avez normalement trois fichiers. Les recommandations, les définitions des termes employés, et en fait, vous avez la définition du taux d'effort, selon le HCSF. Ensuite, on trouvait la part de la production des nouveaux prêts qui pouvaient s'écarter du respect des critères et du taux d'effort. Eh ben, on était bloqué à 15%, et là, on est passé à 20% du volume des nouveaux crédits. Donc, ça a laissé une petite marge supplémentaire aux banques pour permettre d'outrepasser ces mesures et octroyer des nouveaux prêts à des peut-être notamment des bons clients investisseurs, tu vois. Peut-être, hein, mais voilà, on est passé de 15 à 20%, ça se prend toujours, ça fait toujours plaisir. Également, on a eu une tolérance maximale de 2 ans de différé d'amortissement qui se sont ajoutés à la limite de 25 ans des prêts IMO. Il faut savoir que le HCSF avait dit, les gars, maintenant, arrête-moi tes emprunts sur 30, 35 et 70 ans. Miette, maintenant c'est 25 maximum. Là, ils ont été un petit peu plus... ils ont été un petit peu plus précis. Et ils nous ont dit qu'en gros, tu pouvais avoir 25 ans de prêt plus 2 ans de différé d'amortissement. Alors maintenant, attention, c'était pas pour tout le monde. C'était uniquement pour les crédits qui étaient destinés à l'acquisition et à la construction d'un logement neuf. Mais vous en faites pas les amis, et ils vous ont pas oublié pour les personnes qui investissent dans l'ancien et qui font des travaux. Faut savoir que c'était aussi destiné pour vous. Mais il fallait que les travaux soient équivalents à 25% du coût total de l'opération. Ce qui peut être très facilement atteignable. 25% d'une opération dans l'ancien, ça se fait en travaux. Il faut savoir aussi que la première recommandation du HCSF, qui datait du 20 décembre 2019, préconisait un endettement maximal de 7 années de revenus pour les crédits octroyés.
Et en fait, en fonction de ton salaire, ça peut aller très vite. Parce que déjà, tu te prends, dans le calcul bancaire, on te prend une pondération, qui pour moi, c'est normal. La pondération qu'on te prend, par exemple, tu vas toucher 1 000 € de loyer, on va venir te pondérer, en général, on va dire, on tourne autour de 30%, mais il y a certaines banques qui est 20%. Donc en fait, sur tes 1 000 € de loyer, tu vas seulement être comptabilisé sur 700 ou 800. Donc, t'imagines qu'en plus de ça, on te dise, ok, bah ton endettement, on fait ton salaire annuel fois 7, plus tous tes petits à côté, tu peux vite être bloqué, tu vois. Donc, faut savoir que cette limite n'a pas été reprise dans les nouvelles, mais il y a eu, tu vois, il y a eu cet effet. Il y a eu un effet qui, euh, parce que certaines banques, en fait, ont changé leur fusil d'épaule. Et maintenant, elles refusent, soit elles sont catégoriques et elles refusent de prendre les dossiers d'investisseurs locatifs, ou elles ont modifié leur façon de calculer l'endettement en renonçant par exemple au calcul différentiel qui auparavant nous permettait d'accroître notre capacité d'emprunt. Je te donne un exemple pour les personnes qui ne savent pas faire la différence. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode classique et il y a la méthode différentielle. En prenant un exemple, un revenu salarié de 2 000 €, tu fais un emprunt pour 1 000 € et tu as un revenu locatif à venir qui va être de 800 € et qui est pondéré à 70%. Je te le dis tout de suite, l'exemple que j'ai pris, il est absolument pas rentable. Ne te base pas sur ces chiffres pour faire tes investissements parce que tu vas pas aller loin. Donc, la méthode classique, c'est on prend tes 1 000 €, puis on les divise par tes revenus salariés, plus ton loyer à venir pondéré de 70%. Et la méthode différentielle, on prend tes 1 000 € de revenus locatifs, tes 1 000 € de mensualité. À ça, je viens te retirer tes 800 € à venir de loyer pondéré à 70%. Ça te donne un certain chiffre que j'ai pas en tête, puis tu divises le tout par 2000. La différence était que sur la méthode classique, on était directement à 39% d'endettement. Et avec la deuxième méthode, la méthode différentielle, qui est la meilleure méthode pour nous investisseurs, eh ben on se retrouve pour la même opération à un taux d'endettement de 22%. Donc tu vois, en fonction de la méthode qui est appliquée, bah tu vois bien que tu peux être vite dans la merde. Tu peux être vite bloqué, hein. Peut-être en une opération tu peux être bloqué. Alors qu'avec un différentiel, avec la méthode différentielle, plus tu achètes des biens rentables et plus ton endettement normalement va baisser avec ce calcul. Mais voilà, il faut savoir que les banques ont commencé à changer leur politique. Il y a des banques qui pratiquaient le différentiel qui ne le pratiquent plus. Il reste quand même certaines banques qui continuent à jouer le jeu. Par contre, en fait, il n'y a même pas une banque. Tu vois, je peux pas te dire, ok, bah va à la caisse d'épargne, va au Crédit Mut, parce que en fonction de l'agence, en fonction de la région, ça varie déjà, et en fonction de l'agence aussi. Donc, essaye toi de tâter, d'aller trouver une banque qui fait. Waouh, t'as entendu comment ça a tapé là? C'est énorme. C'est parce que je suis avec vous les amis, parce que sinon là j'irais mettre ma tête dehors. J'en étais où? Ouais, c'est à toi d'aller taper dans toutes les banques et puis de poser les bonnes questions pour savoir leur méthode de calcul. Maintenant, les conséquences pour nous investisseurs. Bah, les conséquences, c'est que l'accès au crédit est plus difficile qu'auparavant. Les années 2018, 2017, 2018, 2019, les amis, je vous l'ai déjà dit, mais c'était le Far West, clairement. Maintenant, si tu as envie de rester performant pour continuer dans l'immobilier, il n'y a pas 100 000 solutions. Tu vas devoir faire un apport. Tu vas devoir jouer le jeu du partenariat encore plus qu'avant. Il va falloir que même avec ton apport, tu aies quand même une épargne qui est assez conséquente. Il va falloir que si tu es un serial investisseur et que tu as plusieurs biens, il va falloir que quelquefois, soit tu arbitres pour capitaliser un petit peu plus,
soit bah, tu attends, tu laisses en stand-by et puis tu capitalises, parce que maintenant, avoir des prêts en différé en même temps, et ça sera mort. Tu pourras pas avoir en un an 5 prêts en différé total, tu vois. Enfin, maintenant c'est inimaginable. Alors j'abuse un peu, hein, 5 prêts en un an en différé total. J'abuse un peu, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Maintenant, si pour toi, il n'y a aucune solution, je pense qu'il est peut-être temps de jouer le jeu de l'association. À un moment, si tu es bloqué sur le papier, tu es carrément bloqué, tu peux plus rien faire. Après, il y a toujours des solutions, tu mets beaucoup plus d'apports, t'apportes majoritairement les fonds. Enfin, voilà. Mais voilà, si tu es bloqué, il faudrait peut-être penser à s'associer avec une personne qui a aucune ligne de crédit, qui est intéressée par l'investissement, et puis tu lui donnes ton expérience contre sa capacité de financement. Je pense que ça peut être gagnant-gagnant. Ensuite, je voulais faire un point sur le 110%. Tu vois, le 110%, à un moment, enfin même encore en ce moment, c'était un peu la norme. Tu vois. Si tu n'avais pas du 110%, limite, tu étais une brêle. Bah, faut savoir que maintenant, le 110%, le 110%, mon pote, ça va être uniquement pour les clients type top tendance. Le 110%, ça va devenir exceptionnel. Exceptionnel. Tant que on a toujours ces recommandations, que le HCSF a son nez dedans, on ne pourra pas retourner sur des années fastes comme 2017, 2018, 2019. Ça va durer quelques temps, je pense. Après, c'est que mon avis perso, hein. Je suis pas Madame Irma, mais moi, je pars sur 2, 3 ans, comme ça. Maintenant, si on doit retenir un truc, c'est que les banques vont être plus strictes. Ça, c'est clair et net. Je pense que tu l'as assez deviné et je te l'ai fait assez comprendre. Mais maintenant, pose-toi la bonne question. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pour moi, dans le fond, tu vois, quand il y a eu ces recommandations, j'étais comme tout le monde, j'étais outré. Tu vois, je me suis dit, ah, les bâtards, pas de gros mots. Oh. Non, je me suis dit, putain, ça fait chier, voilà, ça va me freiner, compagnie, compagnie. Et c'est vrai, c'est peut-être un petit peu vrai. Mais par contre, pour moi, tu vois, je me dis que c'est une bonne nouvelle. Parce que, déjà de un, il n'y aura plus de projet bancal. Et je vais venir après sur un exemple je vais revenir sur l'exemple après, mais tu vois, ces dernières années, il y a tout le monde qui faisait financer tout et n'importe quoi, et les prix, ils avaient grimpé un peu, tu vois. Les prix, ils avaient grimpé, donc le fait qu'il y ait plus de mal d'avoir des obtentions de prêts, pour moi, et du coup, il va avoir moins de concurrence. Et donc, notamment, plus de biens disponibles. Et je vais te relancer sur si tu es un auditeur assidu du podcast, tu vas te souvenir de cet exemple que je vous avais donné. J'étais parti visiter un bien, c'était un ensemble immobilier de quelques 2 ou 3 appartes, mais il y avait d'énormes problèmes d'humidité à l'intérieur. Et le bien était affiché, je vais dire une bêtise, je me souviens plus concrètement des chiffres, mais il était affiché à 100 000 et j'avais fait une proposition à 60 ou 70 000, un truc comme ça. Et quand j'ai rappelé l'agent pour lui faire l'offre, il s'était foutu de ma gueule parce qu'il y avait un mec qui s'était présenté, qui avait proposé une offre et il avait proposé avec genre moins 2 000 balles ou un truc comme ça. Alors qu'il y avait d'énormes problèmes d'humidité et que j'avais fait chiffrer, il y en avait pour un petit paquet d'euros. Et j'étais juste pour être bien dans ma renta, tu vois. Alors que lui, quand il a acheté, avec tous les frais de tous les travaux qu'il avait prévus, il allait tomber à 7%. Truc nul, tu vois. Mais bon, voilà, c'est aussi les conséquences de ces anciennes années. Bon, voilà les amis, c'était le petit zoom sur la HCSF. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Je vous ai parlé d'association et je pense que le choix d'épisode est vraiment bien choisi parce qu'on va parler de la SCI. La SCI. Alors la SCI c'est quoi? Attends, on va prendre une petite pause. Petite pause promo. Les amis, allez. Tout à l'heure je vous ai demandé d'aller voter là. Pourquoi c'est toujours pas fait? Les amis, on partage, on fait un petit partage sur Instagram,
en partage à des collègues, à des amis, à des personnes intéressées par l'investissement immo et à des personnes qui veulent changer de vie. N'hésitez pas. Alors, la SCI. La SCI, c'est quoi? La SCI, c'est une société civile immobilière. Je répète un peu les mots. Société civile immobilière. Et j'insiste bien sur le civil. Pourquoi? Parce que la SCI ne doit pas comporter de caractère commercial. Elle ne peut pas faire d'acte de commerce. En gros, tu ne peux pas créer une SCI dans le but de faire un achat-revente, dans le but de faire de la LCD, etc., etc. Si une SCI s'avère être une société qui est en fait commerciale, il faut savoir qu'elle peut être requalifiée de fait. Et ça peut être compliqué, notamment pour les associés. Parce que derrière, tu te manges tout ce qui va avec une société commerciale sans avoir préparé en amont la structure. Et donc, tu te manges, c'est même pas que tu peux, hein, c'est sûr et certain que tu vas te manger des claques par le fisc qui vont bien te faire réfléchir. Alors, l'avantage d'une SCI. Pourquoi monter une SCI? Il y a plusieurs avantages. Je vais en citer deux, notamment acheter en association. Comme ça te permet d'éviter l'indivision. L'indivision, on va revenir peut-être un petit peu après, mais en gros, l'indivision, c'est t'achètes, par exemple, prenons un exemple. Toi et ta compagne, vous n'êtes pas mariés, pas pacsés, il n'y a rien qui vous lie légalement, mais vous voulez acheter une maison. Eh bien, vous achetez cette maison ensemble, mais en indivision. C'est-à-dire que après, vous définissez le pourcentage et compagnie, mais on va rester sur du classique. En gros, Madame X sera propriétaire de 50% de cette maison et Monsieur Y de 50%. Maintenant, il y a des problèmes avec l'indivision. Le problème principal, c'est que déjà, personne n'est protégé, ni l'un ni l'autre. Deuxième problème, c'est que, là, peut-être que tout va bien, dans le meilleur des mondes, et puis demain, tu te rends compte que, elle n'est pas aussi fidèle que ça, ou il n'est pas aussi fidèle que ça, et tu as envie de te barrer. Sache que l'indivision, il n'y a personne qui peut être forcé de rester dedans. C'est-à-dire que si toi, tu veux quitter, tu veux vendre, même si l'autre dit « ouais, non, s'il te plaît, c'est ma maison, etc., etc. », tu peux forcer la vente, parce que nul n'est censé être obligé de rester dans l'indivision. Deuxième avantage de la SCI, ça serait plutôt axé sur la succession. La succession, on va revenir après, j'ai vraiment bien détaillé. Mais avant ça, j'ai envie d'être clair et net sur la SCI. La SCI, c'est pas un outil fiscal magique qui va te servir à ne pas payer d'impôts. Le problème, c'est que ça a été assez véhiculé sur des vidéos YouTube, etc. Et c'est vrai, mais c'est faux. En fait, tout dépend réellement sur ta vision long terme. Mais moi, je te dis, oublie que la SCI ne sert juste à ne pas payer d'impôts. C'est parce que c'est faux. Si tu te bases juste sur ça, c'est complètement faux. Alors, en SCI, qu'est-ce qui se passe? Quand tu crées une SCI, tu fais tes petits statuts, etc. etc. Et en fait, tu as deux choix fiscaux. Soit tu fais une SCI IR, soit tu fais une SCI IS. IR, impôt revenu. Il faut savoir que dans une SCI à l'IR, la location meublée est impossible. Là, c'est pareil, c'est pas totalement vrai parce qu'en fait, tu peux faire jusqu'à 10% de ton chiffre d'affaires en meublé. Et légalement, ça passe, c'est ok. Par contre, mon pote, moi, je te déconseille de faire du meublé parce que comment tu vas pouvoir gérer cette part de 10%? Impossible. C'est compliqué. Donc, oublie. SCIR, tu ne fais pas de meublé. Tu fais pas du tout de meublé. Ensuite, il faut savoir que niveau déduction, etc., on est similaire à du revenu foncier. Donc, en fait, concrètement, tu peux pas déduire grand-chose. Uniquement les dépenses acquittées pour le compte des locataires et restant à charge des propriétaires.
les dépenses de réparation, d'entretien, d'amélioration, les provisions pour charge, etc., etc. Mais basta, c'est tout. C'est tout. Maintenant, avec une SCI à l'IR, il faut savoir que tu as l'option de basculer à l'IS plus tard. C'est-à-dire que tu crées ta SCI, tu es à l'IR, et puis tu te dis, ok, bah c'est bon, j'ai vu, ça me convient pas, je vais basculer à l'IS. C'est tout à fait possible. Alors que sur une SCI directement à l'IS, c'est impossible. Choix irrévocable. C'est-à-dire que ta SCI à l'IR, elle est créée, et puis tu décides de basculer à l'IS, sache que tu ne pourras pas revenir sur une SCI à l'IR, ou t'en créeras une autre. Mais cette SCI, du coup, elle sera à vie à l'IS. Ensuite, niveau fiscalité, une SCI à l'IR, on dit que c'est une société transparente. Parce que, en gros, c'est en fonction de vos parts. Imaginons que tu fais 5 000 € de bénéfices en fin d'année. Si tu as, dans cette SCI, tu as 50% de parts, eh ben, tu vas déclarer 2 500 € en plus dans tes revenus. Sur ça, du coup, sur tes 2 500, bah, tu vas te manger ta TMI, puis ta CSG CRDS, 17,2. Inévitable. Donc, SCI à l'IR peut être plus avantageux pour des petites TMI, tu vois, à 0 ou des TMI à 11. Ça peut être plutôt pas mal, parce que 11 plus 17,2, on est quand même encore assez large au niveau bénéfice réel, tu vois. Également, un autre avantage à la SCI à l'IR, c'est que bah, tu as la plus-value des particuliers. Plus-value des particuliers, c'est la jet set. Hein. Tu es dans une société, mais tu as l'avantage des plus-values particuliers. C'est-à-dire que tu as l'abattement, etc., etc., en fonction du temps de détention, et tu pourras même être exonéré si tu gardes très 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 longtemps ton bien. Il me semble que c'est 30 ans. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'est 30 ans. Pour garder 30 ans bien quand même. Mais bon, en fait, plus le temps passe et plus il y a de déductions. Donc ça, c'était pour la SCI à l'IR. Je vais pas te mentir, j'ai pas de SCI à l'IR. Je sais comment ça fonctionne, hein, ça fonctionne comme sur du foncier classique, mais j'ai pas de SCI à l'IR. Par contre, SCI à l'IS, j'en ai quelques-unes. SCI à l'IS, c'est plutôt pas mal. Niveau fiscalité, on est totalement différent de la SCI à l'IR. Il faut savoir que niveau fiscalité, en gros, c'est ta SCI, la société qui va payer l'IS, l'impôt société, puis en fonction du bénéfice restant, tu as le choix. Soit tu te reverses sous forme de dividende, et puis bah, du coup, tu vas t'acquitter de la flat tax de 30%. La flat tax, c'est une taxe tout compris qui a été créée par Macron. Et en gros, tu payes 30% et basta, fini. Ça comprend la CSG CRDS et puis une TMI, on va dire, de base pour tout le monde. 30%. Donc, imaginons, tu as 1000, tu avais 1000 de bénéfices et tu te reverses les 1000 en dividende. Du coup, tu vas t'acquitter de la flat tax de 30% et toi, tu vas réellement récupérer 700 €. Et tu as aussi un deuxième choix. Tu peux laisser l'argent dans les SCI et ça n'a aucune incidence. En gros, ta société, elle a payé son impôt. Et puis toi, tu te dis, ouais, non, l'argent, j'en ai pas besoin. Je vais le laisser dans la SCI. Ça va me permettre de faire des choses que je t'expliquerai un petit peu plus tard. Et ben voilà, ça n'a aucune incidence. Toi, tu ne payes pas d'impôt dessus. La société, elle est en règle avec son impôt. Et l'argent, il est dans la société, il est là, il attend d'être utilisé. Ensuite, venons au niveau des déductions et des amortissements. Eh ben, faut savoir que les déductions et les amortissements, c'est les plus larges possibles. Création, construction. Vraiment, tu peux tout venir déduire ou amortir. Faut savoir que dans une SCI à l'IS, ton bien, il est considéré comme s'il s'usait, tu vois, comme s'il s'use tous les ans. Comme s'il perd de la valeur plutôt. Ce sera un peu plus français. Il perd de la valeur tous les ans. En fait, toi tu le loues et puis bah, ton bien il est utilisé et du coup il perd en valeur. Et cette valeur-là, en fait, tu peux venir tous les ans, en fait, de base, on vient te réduire ton bénéfice, ton chiffre d'affaires
de ça parce que ton bien s'use avec le temps. Donc tu vois, franchement, la SCI LIS, tu peux vraiment tout déduire, que ce soit de la construction, de la création, aménagement, réaménagement, changer les fenêtres, etc. Tout en SCI LIS, c'est vraiment, tu as un large panel de déduction et d'amortissement possible et il ne faut pas s'en priver. Maintenant, il y a quand même des points négatifs avec la SCI LIS. C'est que déjà, premièrement, on est considéré comme professionnel. Donc, automatiquement, tu as la plus-value des professionnels. La SCI LIR, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus-value des particuliers. C'est différent. Il faut savoir que la plus-value des professionnels, en gros, on va prendre en compte la valeur comptable. Tout à l'heure, je t'ai expliqué que ton bien il perdait de la valeur et que tu venais amortir sa valeur du coup tous les ans. Et en fait, en gros, imaginons ton bien il vaut 100 000, au bout de, on va prendre fictivement un amortissement sur 20 ans, au bout de 20 ans, du coup, ton bien, comptablement, il vaudra 0. Et puis, imaginons qu'au bout de 20 ans, eh ben, toi, tu décides de revendre. Cet appart, tu l'as acheté 100 000, et puis tu souhaites le revendre 150 000, 20 ans plus tard. Comptablement, il vaut 0. Eh ben, la plus-value des professionnels, c'est quoi? C'est que tu seras imposé sur 150 000 et pas uniquement 50 000. Parce que comptablement, ton bien, il vaut 0. Donc, tu as fait un bénéfice de... Si tu revends, tu feras un bénéfice de 150 000. Et donc, c'est ça la plus-value des professionnels. Et ça peut être compliqué, en fait, parce que, tu l'as vu, hein, tu profites effectivement tout au long de la vie de la SCI, de la vie de ton bien. Tu profites de réduction d'impôts tous les ans. Mais en fait, au final, quand tu fais le calcul, eh ben, tu le payes à la fin. Parce que tout ce que tu as déduit, on n'est pas bête, l'État n'est pas bête, tu vois. Il va le récupérer par un autre moyen. Et ben, tu payeras la facture à la vente, en gros. Également, un autre point négatif, c'est que j'ai noté qu'un emprunt en SCI à l'IS, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué déjà de 1 que de se faire financer en nom propre. Et c'est plus compliqué de décrocher un prêt en SCI à l'IS plutôt qu'une SCI à l'IR. Je ne sais pas pourquoi les banquiers sont frileux de la SCI IS et pourtant je vais te donner quelques astuces, mais c'est très simple en fait de carotter entre guillemets la banque sur ça. Je vous donnerai les petits tips après. Ensuite, tout à l'heure je vous disais que la SCI LIR, elle pouvait basculer à l'IS, mais par contre, le rebasculement vers vers l'imposition au revenu, la SCI IR, c'est impossible. Donc, quand tu crées une SCI et que tu veux une SCI LIS, il faut vraiment avoir une vision long terme. Et du coup, je vais te donner un peu pour moi dans quelle optique tu dois opter pour la SCI LIS. Pour moi, la SCI LIS, c'est un objectif long terme. Donc, elle est utilisée uniquement pour des biens que tu ne souhaites pas revendre dans la foulée. C'est-à-dire que si tu montes une SCI LIS pour acheter un appart et le revendre 1 an, 2 ans plus tard, pour moi, je vois pas trop l'utilité. Deuxième optique pour opter à la SCI LIS, c'est l'optique de transmission. Les transmissions de parts à ses enfants ou autres, t'es pas obligatoirement obligé de transmettre à tes enfants, mais la SCI LIS, la SCI c'est plutôt cool en fait pour la transmission. Ça te permet d'éviter de payer des taxes, d'éviter de te faire matraquer fiscalement, en gros. Au lieu de donner de l'argent, au lieu de donner un bien réel, quelque chose de concret, tu viens donner des parts de société qui détient l'actif. Et c'est différent. Également, elle est intéressante si on a des objectifs de patrimoine. Comme je te disais, si tu me fais une SCI juste pour détenir un appart de 20 000 balles, perso, moi je vois pas d'utilité. Peut-être que quelqu'un la trouvera, mais moi, je trouve pas l'utilité. La SCI LIS également, elle peut être, moi je la vois plutôt comme un outil
à monter si tu ne souhaites pas vivre des loyers perçus. En gros, pour moi, la SCI, c'est une, comment dire, c'est ma banque, en gros. C'est une banque perso. J'ai pas besoin de l'argent qui sont dans mes SCI parce que je continue de travailler. En fait, moi, l'objectif, c'est vraiment que j'emmagasine de l'argent à travers les SCI. Et puis, derrière, et du coup, je vais spoil un peu la fin, mais c'est pas grave. Si c'est pour vous, je le fais sans problème. En gros, moi, l'objectif de ma SCI, c'est de capitaliser l'argent. Et une fois que j'aurai assez, hein, j'ai pas fixé de montant précis, mais une fois que j'en aurai assez, je compte monter une autre société, ce qu'on appelle une holding. Je ferai peut-être un épisode un petit peu plus tard sur la holding. Et tout remonter dans la holding qui, elle, va faire transiter mon argent vers d'autres sociétés, notamment des sociétés commerciales et notamment aussi des sociétés d'autres SCI. Et ça me permettra, tu vois, par exemple, de faire un apport de l'argent que, au lieu de retirer et de me prendre la flat tax de 30%, il y a un petit frottement. Bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais imaginons que j'ai 100 000 balles de dispo sur une SCI. Si je la fais transiter par une holding pour la réutiliser dans une autre SCI, j'aurai quasiment 100 000 balles. Alors que si je prends l'argent physiquement, moi, monsieur Touchard, je prends l'argent, et bien sur mes 100 000 balles, je vais devoir payer 30 000. Du coup, à la fin, il me restera juste 70 000. Donc, tu vois, voilà, c'est pour ça que je te dis, il faut, pour moi, l'optique de la SCI LIS, c'est que c'est une optique de ne pas toucher les loyers. Si tu souhaites vivre tout de suite de tes loyers, pour moi, la SCI LIS, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Donc, je te disais aussi, la SCI, ça peut être plutôt cool, mais il faut faire attention aussi à certains frais. On est sur une société et tu es considéré comme professionnel. Donc déjà, au niveau de l'achat, il faut savoir que le délai de rétractation des 10 jours, il n'est pas valide. Tu sais, quand tu signes, tu as 10 jours de réflexion et si tu as envie de te rétracter au bout du 10e jour, pas de souci, tu envoies un petit recommandé et compagnie. En société, en SCI LIS et en société en règle générale, tu n'as pas ce délai de rétractation. Alors moi, je te donne juste un tips comme ça, hein, c'est gratos. On signe toujours en nom propre, mais on vient ajouter dans la clause du compromis une clause de substitution. Une clause de substitution, c'est quoi? C'est tout simple, hein, c'est que dedans, tu marques peut-être, t'offres la liberté de céder ce compromis. En gros, imaginons, voilà, j'ai signé en tant que Monsieur Touchard, je mets cette clause de substitution, et puis en fait, c'est pas Monsieur Touchard qui va signer, mais c'est la société X. Voilà, c'est ça, elle sert à ça la clause de substitution. Et en fait, en signant en tant que Monsieur Touchard, j'ai toujours le délai de rétractation de 10 jours. Donc c'est toujours ça de prix et ça fait pas de mal. Ensuite, d'autres inconvénients au niveau des frais, bah, c'est le bilan comptable. Bilan comptable, on est sur une société, du coup normalement comptable plutôt spécialisé, SCI, etc., etc. Et le comptable, du coup, c'est plus cher. Plus cher que de la location meublée, normalement, si vous arrivez à trouver. Alors, il y a des comptables qui font de la location meublée et de sociétés à but, on va dire, immobilier. Ça se trouve, hein. Et des fois, tu peux avoir des bons tarots en jonglant les deux. Également, les frais de constitution. On trouve de tout, notamment sur Internet. Mais la toute première société, je vais pas cracher, je vais pas faire le mec, mais ma toute première SCI que j'ai créée, je l'ai créée sur un Captain Contrat ou un truc comme ça. Parce que j'étais un putain de crevard. J'étais un peu plus jeune, on faisait plus attention à l'argent, on va dire. Donc j'ai fait ma société sur Legal Start ou Captain Contrat, ouais, ce type de plateforme sur Internet. J'ai monté ma société, il me semble, pour aller peut-être 200 ou 300 balles.
à tout péter. Mais par contre, j'avais rien. C'était des statuts générales qui s'adaptaient à monsieur et madame tout le monde. Il y avait rien de. Il y avait rien. Concrètement, il y avait rien. Il y avait des statuts, mais voilà, c'était des statuts de base accessibles à tout le monde, etc., etc. Maintenant, avec le recul, je l'ai fait et j'en suis pas mort. Hein, cette société en plus existe toujours. Cette SCI existe toujours avec mes premiers biens. Mais voilà, elle était juste pas optimisée. Donc je crache pas dans la soupe. Vous pouvez toujours utiliser ces statuts qu'on trouve sur internet, etc. Mais maintenant, tu vois, avec le recul, je me dis que tu payes une fois, tu as une bonne SCI, tu vois. Une fois que tu payes, en général, ça varie, hein, il y a à peu près tous les prix, mais tu peux t'en sortir pour environ 1000 euros. Mais pour 1000 euros, voilà, t'as une SCI qui, à ta taille, à ton pied, à ta pointure, tu vois. Avec tout ce que tu as prévu, par exemple, l'associé vient décéder, comment ça se passe? L'associé veut léguer ses parts à un tel, mais toi tu l'aimes pas, comment ça se passe? Voilà. Faire une vraie société avec des vrais statuts, ça n'a que des avantages. Effectivement, c'est plus cher, mais est-ce que. Bref, vous voyez un peu le truc, après c'est vous le juge. Hein, c'est vous le juge. Moi, comment je vois, là, c'est plus des petits conseils perso. Moi, tu vois, je vois la SCI. Pour moi, la SCI, c'est une SCI par bien. Par bien, j'entends immeuble. Tu vois, moi, perso, je préfère rester dans la limite des 38 000 euros de chiffre d'affaires. Et concrètement, c'est uniquement pour la fiscalité, 15%. Comme ça, même le jour où je viens à payer des impôts, et ben voilà, je paierai que 15%. C'est pas énorme, 15%. Ensuite, pour moi, la SCI, il faut vraiment avoir une vision long terme. Comme je vous expliquais tout à l'heure, pour moi, la SCI, ça va être ma banque d'investissement perso. Mes SCI, elles vont capitaliser, etc. Et puis, derrière, une fois que j'aurai une certaine somme, bah, je vais faire un montage en holding pour faire bouger mes flux de trésorerie par-ci, par-là, en limitant la perte d'argent inutile. J'aurai plus de poids, tu vois. Tu vas voir ta banque avec des sociétés qui sont excédentaires tous les ans, qui crachent de l'argent, tu mets de l'apport. Voilà, tu parles déjà plus que si t'avais 1800 euros de salaire et puis tu te dis ouais bah tiens je vais faire un montage comme ça, t'es plus crédible. Ensuite, pour moi, montage en SCI, tu vois, tout à l'heure je te disais que pour moi le prêt en SCIS, je le trouve plus dur à obtenir qu'une SCI à l'IR. Et la SCI à l'IR est plus dur à obtenir qu'un financement en nom propre. Mais il faut savoir que il y a un petit tips. On montez toujours votre SCI à l'IR, puis après avoir obtenu votre prêt, vous basculez à l'IS un petit peu plus tard. Il n'y a aucun problème, juste faites pas ça dans 3 ans, quoi, mais il n'y a aucun problème. Une fois que tu as ton prêt, ta société, tu fais la levée d'options, c'est-à-dire que tu envoies un petit courrier, il me semble que c'est un CERFA, tu envoies un petit CERFA à la chambre des commerces pour lui dire que cette société, tu la bascules à l'IS, et voilà, basta. La banque, elle sait absolument rien. Voilà, voilà. Donc on a vu la SCI à l'IR, la SCI à l'IS, et je vais juste faire un tout petit focus sur une utilité de la SCI, c'est la SCI familiale. Faut savoir que créer en famille, ça peut être quelquefois plus avantageux. Comme je vous expliquais tout à l'heure, la SCI c'est cool pour éviter la contrainte de l'indivision, des transmissions, etc. Et il faut savoir que les parts sociales d'une SCI, ça respecte pas nécessairement et obligatoirement les règles successorales. Imaginons que toi tu viens à décéder, tu avais 2 enfants, et ben tout va à tes 2 enfants. Et ben dans une SCI, en fait, selon tes statuts, tu peux vraiment gérer tout ce que tu veux. En fait, tu as une participation, comment on peut dire,
tu peux avoir une participation à géométrie variable. En gros, chaque membre de ta famille qui sont dans cette SCI, ils ne sont pas obligés de tous avoir la même proportion de part sociale. Pas du tout. Tu peux en avoir 70, ta femme 10 et tes enfants 10 et 10. Ensuite, ce que je vous disais aussi, c'est que imaginons si un membre de la famille veut... comment on peut dire ça? Si un membre de la famille veut quitter le navire, eh ben, vu qu'on n'est pas dans la division, tu vois, il va pas pouvoir contraindre l'ensemble des personnes de vendre. Et dans ce cas-là, il va juste céder ses parts. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, le gros point négatif de l'indivision, c'est que nul ne peut être forcé de rester en indivision. Et en gros, demain, t'as acheté en indivision et cette personne elle te dit fuck, dégage, on se sépare, on vend, et que toi c'est ta maison, c'est ta maison, tu vois, t'as des souvenirs de ouf dedans, bah malheureusement, tu vas vendre. Parce que nul ne peut être forcé de rester en indivision. Revenons sur la SCI familiale, je te disais que ça peut être pas mal pour éviter l'indivision, et c'est très utile en fait dans certains cas, par exemple dans un divorce, dans un décès. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'était peut-être de payer 1000 euros la création de ta SCI, mais comme ça, tu as des statuts qui sont à ton image. Et dans ce cas-là, tu vois, dans ce type de cas, divorce, décès, eh ben, quelles règles on va suivre? C'est tout simple, on va suivre les règles qui sont fixées dans les statuts de la SCI. Les règles que tu auras définies. Et pas que tu auras trouvé sur internet, sur Captain Contrat par exemple, tu vois. Un autre avantage de la SCI familiale, ça peut être la protection du conjoint survivant. Je t'ai dit, en indivision, premier point noir, c'était que on peut pas te forcer en restant en indivision. Et ben le deuxième, il faut savoir que si jamais tu as acheté en indivision avec ta conjointe et que ta conjointe venait à décéder malheureusement, eh ben, le droit successoral va privilégier les descendants. Même si tu as passé 20 ans de ta vie avec cette personne, si t'es pas marié, si t'es pas pacsé, tu te retrouves avec que dalle. Alors qu'avec une SCI familiale, eh ben, on peut contourner ces règles de succession. C'est plutôt pas mal. Après, tu as des avantages fiscaux aussi. Tu peux très facilement, tout à l'heure je vous ai brièvement expliqué les petits, comment dire, pour éviter de te faire massacrer en donation, eh ben, tu as des avantages fiscaux. Au lieu de faire une donation classique, eh ben là tu vas faire une donation de part sociale. Par exemple, une donation de parents à enfants, il y a un abattement fiscal de 100 000, il me semble que c'est 100 000. Et donc, aujourd'hui, c'est 0 euros. Tu payerais 0 euros de droit de donation en transmettant des parts sociales. Alors, faire attention, maximum 100 000. Mais voilà, enfin, tu peux faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais, hyper important, la SCI. Tu peux faire du démembrement de propriété. Tout ça, ça se définit dans les statuts. C'est toi qui fais tes statuts, c'est toi qui mets ce que tu veux dedans. Le démembrement, en gros, c'est je sépare la jouissance et la propriété du bien, la gestion de l'immeuble. Par exemple, la nue propriété du bien va aux enfants, donc les enfants sont propriétaires du bien, mais ils sont juste propriétaires. Ils n'ont pas la jouissance réelle du bien qui a été donnée aux parents, l'usufruit. Donc en gros, les parents ne sont pas propriétaires, mais ils exploitent le bien en l'habitant tout simplement, par exemple. C'est un exemple, hein, mais on peut faire il y a plein de choses qu'on peut faire. Tu peux faire plein de séparations en fait, mais tout ça c'est en fonction de tes statuts. Bon voilà les amis, on a fait déjà un petit tour sur les SCI. Alors c'était un petit peu succinct, je n'ai pas rentré vraiment dans les détails, parce que sinon ça va faire des épisodes à rallonge. On pourrait parler de la SCI à l'IR pendant 1 heure et la SCI à l'IS pendant 1 heure aussi. Mais voilà. Bon, pour conclure, moi comment je vois le parcours d'investissement d'une personne lambda. Pour moi, hein, moi j'ai pas la parole, comment dire, meilleure que tout le monde, mais moi c'est ma vision. Le parcours d'investissement d'une personne, c'est que moi je partirais
en nom propre. Je partirai en nom propre jusqu'à atteindre un certain plafond parce que par exemple, la limite du LMNP par exemple. Et ben une fois que j'ai atteint cette limite, que ce soit les 23 000 ou les revenus locatifs à hauteur de mes salaires, dès que j'atteins cette limite, bam, je vais basculer sur de la SCI pour continuer en association et puis pour lancer, tu vois, ce que je t'expliquais un peu, ma banque entre guillemets d'investissement. Et puis derrière, pareil, tu peux te débloquer de situation. On en parlait avec le HCSF, mais basculer en association, tu peux tourner une petite page et recommencer avec quelqu'un qui a zéro prêt, etc. Et puis voilà, ça te permet de réinvestir. Alors tu seras plus le seul maître à bord, entre guillemets, en fonction du nombre de parts. Mais voilà, ça te permet de continuer d'investir, etc. etc. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois le parcours un peu d'investissement. Après, voilà, chacun trouve midi à sa porte, hein. Bon, voilà les amis, c'était l'épisode de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que c'était pas trop gnangnan. Hein, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, j'espère que c'était pas trop chiant et que vous avez appris pas mal de choses. J'espère que vous avez appris pas mal aussi sur le HCSF. Hein, par exemple, j'ai découvert que moi, c'était Bruno Le Maire qui était président du HCSF. Donc, merci Bruno pour toutes ces recommandations. Bon, voilà les amis, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!